Alio Salvatore, les parrains les plus impitoyables de Chicago, un homme qui avait ordonné des assassinats sans sourciller et bâti un empire sur la peur, se figea sur le seuil de son manoir lorsqu'il vit deux enfants assis sur son sol en marbre. Son fils de 3 ans, Theo, poussait une petite voiture argentée qui valait plus cher que le loyer de la plupart des gens, tournant autour d'une fillette de 4 ans nommée Bee, qui était assise tranquillement, serrant contre elle une poupée qu'elle avait trouvée dans une benne à ordures, dont le bras avait été recollé et dont la petite robe avait été cousue à partir de morceaux de l'ancien uniforme de ménage de sa mère. Cette image a brisé quelque chose à l'intérieur d'un homme qui pensait avoir enterré toutes ses faiblesses depuis des années. La mère de Bee était Jolene, sa femme de ménage de 27 ans. Une femme avec une cicatrice de brûlure au poignet qu'elle n'avait jamais cessé de cacher, qui allait et venait dans sa maison depuis près de 3 ans, travaillant 14 heures par jour pour 1200 $ par mois. Et il ne connaissait même pas son nom de famille. Elle avait fui un mari violent, en Virginie occidentale, avec pour seul bagage sa fille et les vêtements qu'elle portait. Et elle avait survécu en silence sous le toit de l'homme le plus dangereux de la ville, sans jamais rien demander. Alio entra dans la pièce et la question qu'il posa ensuite fut plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Mais dans son monde, lorsqu'un homme comme lui commence à poser des questions, personne ne répond. Tout le monde retient son souffle. Si vous êtes déjà accro, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette histoire touche davantage de personnes. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car ce qui se passera après qu'Elio aura enquêté sur le passé de Jolene bouleversera toutes les règles qu'il a toujours suivies. Et tout commence avec une poupée cassée nommée Rosie. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? La voix d'Emilio résonna dans la vaste salle de jeu. Ce n'était pas la voix d'un père faisant la conversation, mais celle d'un homme habitué à donner des ordres et à exiger une obéissance absolue. Jolene se leva d'un bond du coin où elle était en train de dépoussiérer tranquillement les étagères. Elle lissa précipitamment les bords de son tablier usé et délavé, ses yeux bruns s'écarquillant de peur qu'elle ne pouvait cacher. Parvenir à cacher. Car dans cette maison, quand Alio Salvatore posait une question qu'il n'avait jamais posée auparavant, cela se terminait rarement bien pour quiconque. Presque 3 ans, Monsieur Salvatore, depuis avant la naissance de Theo, répondit-elle d'une voix basse, presque un murmure. Elle pesait chaque mot avec soin, comme si chacun d'entre eux pouvait être un piège. Presque 3 ans. Alio répéta ce chiffre dans sa tête, sentant son poids peser sur sa poitrine d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Cela faisait presque 3 ans que cette femme allait et venait dans sa maison, nettoyant les sols en marbre qu'il traversait chaque matin, lavant les chemises qu'il portait pour rencontrer les capos, préparant les repas qu'il mangeait seul dans son bureau entre 2 appels concernant le territoire et l'argent. Et il ne connaissait même pas son nom de famille. Lui, un homme qui connaissait l'origine de chaque cargaison qui passait par le port de Chicago, un homme qui avait vérifié les antécédents de chaque capos sur 3 générations avant de les laisser s'asseoir à sa table, ne savait rien de la femme qui s'occupait de son fils chaque jour. Cette vérité éveilla en lui un sentiment qu'il ressentait rarement, une impression de perte de contrôle. « Et la petite fille ?» demanda Emilio, son regard se posant sur elle, qui était toujours assise par terre et chantait doucement à sa poupée, complètement inconsciente du changement d'atmosphère dans la pièce. « Quand a-t-elle commencé à venir avec vous ?» Jolene hésita, se mordant la lèvre inférieure, sachant que sa réponse pourrait lui coûter son emploi. Le seul refuge qu'elle avait dans cette ville. « Pas depuis le début, monsieur. Au début, je la laissais chez Madame Ruth, une voisine de notre immeuble. Elle gardait Bee gratuitement, par gentillesse envers nous. Mais Madame Ruth est décédée il y a 8 mois d'un accident vasculaire cérébral dans sa cuisine et je n'avais plus personne à qui confier ma fille. Madame Maggie m'a dit que je pouvais amener Bee à condition qu'elle reste tranquille et ne gêne pas mon travail. Le nom de Maggie fit froncer les sourcils d'Alio, qui serra les mâchoires. Maggie Dunn, la gouvernante en chef depuis plus de 20 ans, la femme à qui il confiait la gestion de son domaine, était au courant et ne lui avait rien dit. Maggie l'a permis, mais ne m'en a jamais parlé, dit Alio. Ce n'était pas une question, mais une observation froide. Sa voix était monocorde, et Jolene reconnut le danger dans cette monotonie, car elle avait vécu assez longtemps auprès d'un homme dangereux pour savoir qu'il n'était pas nécessaire d'élever la voix pour être terrifiant. Je lui ai demandé de ne pas vous déranger, dit rapidement Jolene, la voix légèrement tremblante, les yeux fixés sur la poitrine d'Emilio, n'osant pas croiser son regard, mais refusant de baisser la tête. Vous avez des choses bien plus importantes à faire que de vous occuper de la vie d'une femme de chambre. La façon dont elle le dit, calme et résignée,
comme s'il s'agissait d'une vérité évidente et incontestable, provoqua chez Amelio une sensation de tension dans la poitrine qu'il ne pouvait nommer. La vie d'une femme de chambre, répéta-t-il lentement, savourant l'amertume de ses mots. Il se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur le jardin parfaitement entretenu. Les roses françaises importées, dont l'entretien mensuel coûtait plus cher que ce que Jolene gagnait. Il resta là, silencieux, pendant un long moment, les mains dans les poches, le dos tourné vers elle. Vous pensez qu'avoir un enfant en bas âge et personne pour vous aider à le garder est uniquement le problème d'une domestique. Jolene leva le menton, surprise par le ton de la question. Il ne traduisait ni colère ni irritation, mais quelque chose d'autre qu'elle ne reconnaissait pas, car elle ne l'avait jamais entendu de la bouche d'un homme de sa vie. C'est ma responsabilité, Monsieur Salvatore. J'ai choisi de l'avoir, donc je dois trouver un moyen de m'occuper d'elle sans que cela affecte mon travail. Alio se retourna vers elle et la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa maison près de 3 ans plus tôt, et ce qu'il vit l'obligea à garder un visage soigneusement neutre, une compétence qu'il avait pratiquée toute sa vie. Il vit les ombres profondes sous ses yeux, que le maquillage bon marché ne pouvait cacher, la peau craquelée et rugueuse de ses mains à cause des produits chimiques de nettoyage, l'uniforme toujours impeccablement propre, mais décoloré aux poignets et aux coudes. Et il vit une jeune femme qui n'avait sûrement pas encore 30 ans, portant un poids qui semblait bien trop lourd pour des épaules aussi étroites. « Quel âge avez-vous, Jolene ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir, et elle cligna rapidement des yeux, clairement déstabilisée par l'attention soudaine d'un homme qu'elle avait l'habitude de n'apercevoir qu'au bout des couloirs. « 27 ans, monsieur. 27 ans, un enfant de 4 ans, près de 3 ans de travail dans sa maison. » Alio fit le calcul dans sa tête. Les chiffres ne correspondaient pas parfaitement, mais il savait que ce n'était pas le moment d'insister. Pas encore. Et dans son monde, la patience avait toujours été une arme plus redoutable que n'importe quelle arme à feu. Théo repoussa la petite voiture argentée et rampait vers elle, les grands yeux d'un enfant de 3 ans fixés sur la poupée qu'elle tenait contre sa poitrine, et il tendit sa petite main pour toucher son visage fissuré avant de demander d'une voix claire d'enfant qui ne savait rien du tact. Pourquoi est-elle cassée? La question fit se figer Jolene. Son regard se posa sur sa fille avec une expression inquiète, comme si elle craignait que la réponse ne révèle quelque chose qu'elle essayait de cacher depuis si longtemps. Maybe leva les yeux vers sa mère, puis vers Amelio, ses yeux de 4 ans clignant, tandis qu'elle attendait d'une permission qu'une enfant de son âge n'aurait pas dû avoir à demander. « Vas-y, ma chérie, » dit Jolene doucement, sa voix s'adoucissant alors qu'elle se tournait vers sa fille, chaleureuse et tendre, complètement différente du ton tremblant qu'elle avait utilisé avec Alio quelques minutes plus tôt. Bee souleva la poupée à 2 mains, avec précaution, comme si elle tenait un vrai bébé, puis sourit à Théo et dit « Rosie n'est pas cassée, Rosie est juste fatiguée. Maman dit que quand quelqu'un ne reçoit pas de câlin pendant très longtemps, l'extérieur commence à avoir mauvaise mine, il est rayé, craquelé, laid, mais à l'intérieur, il est toujours intact, toujours plein d'amour. » Alio se tenait près de la fenêtre, le corps toujours tourné vers le jardin. Mais lorsque ces mots sortirent de la bouche d'une fillette de 4 ans assise sur le sol en marbre froid de son manoir, il les sentit transpercer toutes les couches de l'armure qu'il avait construite pendant plus de 20 ans dans le monde souterrain. Précise et impitoyable comme une balle tirée à bout pourtant qu'il ne pouvait esquiver, il regarda la voiture argentée de Théo abandonnée sur le sol, puis la poupée en lambeaux dans les mains de Bee. Et pour la première fois, il vit vraiment que ces 2 jouets n'étaient pas seulement des objets. Ils représentaient 2 mondes complètement différents, coexistant côte à côte sur le même sol. Ils marchaient tous les jours sans jamais baisser les yeux. « Bee, puis-je voir Rosie ?» demanda Alio, et il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux des enfants. Un geste que personne dans son empire n'aurait jamais cru possible, car Alio Salvatore ne s'abaissait jamais pour personne. Il regarda à nouveau sa mère. Jolene acquiesça, même si ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches, et la petite fille tendit la poupée à Amelio à 2 mains, avec le respect que l'on réserve généralement aux choses les plus précieuses au monde. Amelio prit la poupée, sentant son poids à plume dans ses mains qui avaient signé des ordres pour traiter avec des commerçants sans jamais trembler. Des mains qui tenaient maintenant un vieux morceau de plastique qu'une mère de 27 ans avait récupéré dans une poubelle et transformé en l'objet le plus précieux de la vie de sa fille. Il examina chaque détail, le bras de la poupée recollé, la couture imparfaite mais solide, les cheveux synthétiques effilochés mais soigneusement brossés,
et la petite robe cousue à la main avec des points irréguliers. Le tissu provenait d'un vieil uniforme de domestique dont il reconnut immédiatement le bleu familier et délavé. « Qui a réparé Rosie pour toi ?» demanda Emilio, même s'il connaissait déjà la réponse, parce qu'il avait besoin de l'entendre prononcé par cet enfant. « Ma maman », répondit Bee, la voix débordante de fierté, comme seule une enfant qui aime sa mère de tout son cœur peut le faire. Maman a trouvé Rosie dans les poubelles derrière l'immeuble où nous vivons. Rosie avait été jetée, mais maman a dit « Tout le monde mérite d'être aimé une fois de plus ». Alors maman a ramené Rosie à la maison, a recollé son bras, lui a brossé les cheveux, puis elle a découpé ses vieux vêtements pour lui confectionner une jolie robe neuve. Amelia regarda Jolene qui avait rougi et détourné le regard. Son regard se posait tantôt sur le sol, tantôt sur le plafond, tantôt sur la fenêtre, partout sauf sur lui. La honte se lisait clairement sur son visage, comme si sauver un jouet de la poubelle pour son enfant était une sorte de crime qu'elle devait cacher. « C'est toi qui as fait ça ?» dit Alio sans poser de questions. Il se leva doucement, remit la poupée dans les mains de Bee, puis se redressa, sans quitter Jolene des yeux. « Tu as récupéré un jouet dans la poubelle et tu en as fait l'objet le plus précieux que possède ta fille. » Jolene finit par croiser son regard, le menton légèrement relevé, avec une dignité tranquille qui contrastait fortement avec sa situation modeste, et elle répondit sans que sa voix ne tremble. « Oui, monsieur. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Bee voulait une poupée depuis très longtemps, et je n'avais pas les moyens de lui en acheter une neuve. » Elle laissa donc sa phrase en suspens, n'ayant pas besoin de la terminer, car tout était déjà clair. Et Alio comprit parfaitement, comme seul un homme qui avait connu la pauvreté et s'était hissé au sommet à coups de sang et de violence, pouvait comprendre que la femme qui se tenait devant lui ne demandait pas de pitié. Elle faisait simplement ce qu'une mère devait faire, et cette simple vérité détruisait lentement tout ce qu'il croyait savoir du monde. Alio posa la poupée et se redressa, glissant ses deux mains dans ses poches, arpentant lentement la pièce, tandis que son esprit tournait en rond autour de l'image d'une robe de poupée découpée dans un vieil uniforme, et il demanda d'une voix calme, chaque mot pesé avec le même soin qu'il employait pour interroger un traître. « Combien d'heures travaillez-vous chaque jour, Jolene ?» Elle répondit immédiatement, sans hésitation, comme si ce chiffre était gravé dans sa mémoire parce qu'il correspondait au rythme même de sa vie. « De 5 heures du matin à 7 heures du soir, Monsieur Salvatore. Parfois plus tard s'il y a des invités pour le dîner ou lorsque Théo a besoin de soins supplémentaires. 14 heures par jour, 6 jours par semaine, 84 heures par semaine. » Alio fit le calcul dans sa tête, la gorge serrée malgré ses efforts pour garder un visage impassible. « Et pendant votre jour de congé, que faites-vous » Jolene sourit, un petit sourire fatigué qu'Alio n'avait jamais vu chez personne pendant ces années, au sommet de la pègre de Chicago, car il ne contenait ni tension ni faux-semblant, seulement la pure résignation de quelqu'un qui est depuis longtemps habitué à ne rien avoir pour lui-même. « Je n'ai pas beaucoup de temps libre, monsieur. Pendant mon seul jour de congé, je fais la lessive pour nous deux. Je prépare les repas pour toute la semaine afin d'économiser l'argent des repas au restaurant. Puis j'emmène Bee à la clinique d'Englewood pour des examens gratuits. À chaque visite, je dois faire la queue dès 6 heures du matin juste pour obtenir un numéro. Parfois, nous attendons jusqu'à midi pour être appelés. Bee s'endort sur mes genoux dans la file d'attente. Mais au moins, elle est examinée par un médecin. Alio tourna le dos au jardin, non pas parce qu'il voulait profiter de la vue, mais parce qu'il ne voulait pas que Jolene voie ce qui traversait son visage à ce moment-là. Quelque chose qu'il n'avait laissé personne voir depuis qu'il était un garçon de 14 ans dans le quartier de Little Italy. Il repensa au dîner de la semaine précédente chez Elenia, où il avait dépensé plus de 2000 $ pour une table de 4 avec des partenaires en qui il n'avait même pas confiance. Presque 2 fois le salaire mensuel de Jolene, où il avait bu une bouteille de vin valant plus que ce qu'elle gagnait dans 3 semaines de travail. Et pendant qu'il mâchait du bœuf wagyu saupoudré de truffes, elle préparait des nouilles instantanées pour sa fille dans un misérable studio dont il ne connaissait même pas l'emplacement. « Avez-vous une assurance maladie ?» demanda-t-il, toujours dos à elle. « Non, monsieur. » La voix de Jolene était monocorde. « Et B? »« Non, monsieur. La clinique communautaire est notre seule option. » Alio serra les poings dans ses poches jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, puis il posa la question suivante d'un ton que seul Gianni reconnaîtrait comme celui qu'il utilisait lorsqu'il retenait une explosion de rage imminente. « Vos papiers sont-ils en règle? » Le silence s'éternisa suffisamment longtemps pour qu'Alio connaisse la réponse, avant même que Jolene ne parle.
J'ai utilisé un autre nom quand je suis arrivé à Chicago, monsieur, dit-elle d'une voix basse. Jolene Whitfield est mon vrai nom, mais tous les documents que j'ai utilisés pour postuler ici, mon permis de conduire, ma carte de sécurité sociale, sont sous un autre nom. J'ai dû le faire pour que personne ne puisse me retrouver. Elle ne précisa pas de qui il s'agissait, et Elio ne posa pas la question, mais son regard se posa sur son poignet, où une cicatrice de brûlure apparaissait sous la manche de son uniforme lorsqu'elle leva inconsciemment la main pour lisser ses cheveux. Et il comprit. Il comprit, comme un homme qui a passé sa vie à côtoyer la violence comprend qu'une cicatrice ne provient pas d'une brûlure au fourneau ou d'un accident. Elle provenait de la main de quelqu'un qui voulait lui infliger une douleur. Elio se retourna vers Jolene. Et à ce moment-là, la voyant debout dans la pièce inondée par la lumière de l'après-midi qui traversait la vitre, une main agrippant son tablier pour cacher la cicatrice, les yeux fixés droit devant elle avec la calme obstination de quelqu'un qui a longtemps été habitué à être terrassé par la vie et qui continue pourtant à se relever chaque matin, il comprit une cruelle ironie qu'il aurait rejetée comme une fiction s'il ne la vivait pas lui-même. Cette femme était un fantôme, une personne qui n'existait dans aucun registre officiel, sans nom réel, sans assurance, sans papier, sans famille, sans personne qui sache où elle était ou qui elle était. Et l'endroit qu'elle avait choisi pour disparaître du monde était la maison du plus puissant parrain de la mafia de Chicago, l'homme même que tout fantôme aurait dû éviter. Mais elle ne l'avait pas évité. Elle était entrée, s'était inclinée, avait frotté les sols, préparé les repas, pris soin de son fils, et s'était cachée à la vue de tous sous ses yeux pendant près de 3 ans sans qu'il ne s'en aperçoive. Et cette vérité n'avait pas seulement rendu Amelio furieux contre lui-même. Elle avait suscité quelque chose de plus dangereux que la colère, un respect pour une femme qu'il n'avait jamais pris la peine de vraiment voir. Cette nuit-là, après que Jolene eut ramené Bea à la maison et que le manoir eut sombré dans le silence épais qu'Elio avait autrefois trouvé réconfortant, mais qui lui semblait désormais étrangement pesant, il s'assit à son bureau, éclairé uniquement par une lampe de bureau, et appela Gianni Ferraro, son bras droit, l'homme de 43 ans qu'il avait soutenu depuis ses débuts, et la seule personne vivante qui osait parler sans détour à Elio Salvatore sans crainte. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, » dit Elio d'une voix calme comme l'eau avant la tempête. Jolene Whitfield, 27 ans, originaire de Virginie occidentale, qui travaille chez moi depuis près de 3 ans sous un faux nom. Je veux tout savoir. Tout. Avant demain midi. Gianni ne demanda pas pourquoi. Il ne le faisait jamais quand Elio employait ce ton. Et à 10 heures le lendemain matin, un épais dossier était posé sur le bureau d'Elio. Gianni se tenait en face de lui, les bras croisés, le visage figé dans une expression qu'Elio interpréta comme une mauvaise nouvelle. Son vrai nom était Jolene Marie Whitfield, née dans une petite ville appelée Beckley, en Virginie occidentale. Mariée à 22 ans à Wade Buckley, 32 ans, ayant un casier judiciaire pour agression et distribution de méthamphétamine au niveau fédéral, mais n'ayant reçu qu'une peine avec sursis en raison d'un manque de preuves. Les archives de la police montrent 3 appels de Jolene au 911 pour violence domestique. Les 3 accusations ont ensuite été retirées. Sa dernière hospitalisation était pour des côtes cassées et une brûlure au 2e degré au poignet gauche. Gianni fit une brève pause puis continua. Elle s'est enfuie quand Bea avait environ 1 an, emportant tout l'argent que Wade gardait à la maison, environ 3 000 $, et a disparu. A signalé à la police qu'elle avait volé son argent, et non que sa femme avait disparu. Il a signalé l'argent, pas elle. Depuis, il a engagé des gens pour la rechercher. Il se trouve actuellement à Huntington, en Virginie occidentale, mais ses hommes ont mené des recherches dans le Midwest, et au moins l'un d'entre eux est actif à Chicago. Il sait qu'elle se trouve quelque part dans la ville, mais n'a pas encore déterminé son adresse exacte. Elio a lu chaque page, étudié les photos des blessures dans les rapports médicaux, les côtes oguidis, la brûlure en forme de fer sur son poignet, les ecchymoses autour de son cou, et il a ressenti une colère qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas la colère froide et calculée qu'il utilisait pour diriger un empire, mais une fureur primitive et brûlante qu'il pensait avoir tuée depuis longtemps. Il a fermé le dossier et a regardé Gianni. Ce Wade Buckley sait-il où elle travaille? Pas encore. Mais ce n'est qu'une question de temps, patronne. Elle n'a pas les compétences professionnelles nécessaires pour survivre. C'est juste une mère qui agit par instinct, et l'instinct finit toujours par commettre des erreurs. Amelio acquiesça lentement, tapotant le bureau en chaîne d'un rythme régulier qui, Gianni le savait, signifiait qu'il était en train de réfléchir. Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans l'obscurité,
Alio se rendit dans la chambre de Theo, ce qu'il faisait rarement car il rentrait généralement trop tard après de longues réunions dans des salles enfumées du sud de la ville. Le garçon était recroquevillé dans un lit 4 fois plus grand que nécessaire pour un enfant de 3 ans. Des couvertures en soie étaient tombées sur le sol, un jouet Lamborghini argenté était posé près de l'oreiller, mais les petits bras de Theo n'étaient pas enroulés autour de la voiture. Il serrait un oreiller et dans son sommeil, l'enfant murmura un seul mot. Joe. Emilio se tenait immobile près du lit de son fils, regardant ses petites lèvres former le nom de la nounou au lieu d'appeler sa mère, et quelque chose de douloureux et de honteux lui serra la gorge. Son fils, un enfant qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un enfant que Priscilla avait mis au monde puis abandonné afin de pouvoir retourner dans son penthouse de Manhattan avec ses fêtes et ses sacs à main de créateur. Cet enfant appelait Jolene dans ses rêves, car c'était elle qui le prenait dans ses bras quand il pleurait, qui lui chantait des chansons quand il avait peur, qui s'asseyait à son chevet quand il était malade, toutes ces choses que sa mère aurait dû faire, ou du moins qu'il aurait dû faire lui-même. Mais tous deux étaient absents, et une femme gagnant quelques miettes avait discrètement comblé le vide qu'ils avaient laissé derrière eux, sans jamais demander de reconnaissance. Emilio remit la couverture sur Theo, le regarda encore un moment, puis sortit et appela à nouveau Gianni. Sa voix n'était plus neutre, mais portait le poids d'un ordre qui ne pouvait être remis en question. Assignez 2 hommes pour suivre et protéger Jolene et l'enfant chaque nuit lorsqu'elle quitte cet endroit. Discrètement, elle ne doit pas savoir. À partir de ce soir, le lendemain matin, Alio demanda à Maggie d'envoyer Jolene dans son bureau dès son arrivée. Maggie le regarda avec inquiétude, mais n'osa pas poser de questions. Elle se contenta d'acquiescer et s'éloigna, car elle travaillait dans cette maison depuis assez longtemps pour savoir que lorsque Alio Salvatore convoquait quelqu'un dans son bureau, cela se terminait rarement par une bonne nouvelle. Jolene entra à 6h15 du matin, avant l'heure prévue, son uniforme soigneusement repassé, malgré sa couleur délavée, les cheveux attachés en arrière, les mains agrippées au bord de son tablier, les yeux bruns essayant en vain de cacher sa peur, debout devant le bureau d'Alio comme une accusée devant un juge. Et Alio savait exactement ce qu'elle pensait, qu'elle était sur le point d'être licenciée parce qu'il avait découvert les faux documents. B. Tous les secrets qu'elle avait gardés pendant près de 3 ans. « Asseyez-vous, Jolene, » dit Alio, et elle s'assit dans le fauteuil en cuir noir en face de son bureau, le même fauteuil dans lequel les trafiquants de drogue, les patrons de jeux d'argent et les politiciens corrompus s'étaient assis lorsqu'ils venaient ici pour supplier ou négocier. Et Jolene s'assit, le dos droit, les mains sur les genoux, le menton légèrement relevé dans un air de défi qu'Amelia commençait à reconnaître comme étant sa nature profonde, plutôt que de la rébellion. « Je vais être direct, » commença-t-il, les doigts entrelacés sur le bureau. « À partir d'aujourd'hui, votre salaire passe à 4 000 $ par mois. Vos heures de travail sont réduites à 8 heures. De 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, vous et B serez couvertes par une assurance médicale complète grâce au système de ma famille. Bea aura sa propre chambre à côté de celle de Theo au 2e étage. Ainsi, les jours où vous travaillez, elle aura un endroit convenable pour se reposer au lieu de s'asseoir sur le sol en marbre froid. » Alio fit une pause, attendant la réaction de Jolene. Et ce qu'il obtint ne fut pas les larmes de gratitude ou les remerciements précipités auxquels il s'attendait inconsciemment. Jolene resta immobile un instant, son visage ne reflétant pas la joie, mais plutôt la lassitude d'un animal piégé trop souvent pour faire confiance à un appât. Puis elle secoua lentement la tête et dit d'une voix calme, « Je ne peux pas accepter cela, Monsieur Salvatore. » Alio fronça les sourcils. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, car dans son monde, lorsqu'il offrait quelque chose, les gens l'acceptaient. Personne ne refusait Alio Salvatore. Personne n'osait. « Je n'accepte pas la charité, » continua Jolene, la voix légèrement tremblante, mais les yeux dans les siens pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Et Alio vit dans ses yeux bruns, non pas de l'ingratitude, mais de la peur. Une peur plus profonde que la perte d'un emploi. La peur d'une femme qui avait appris, à travers des côtes cassées et un poignet brûlé, que lorsqu'un homme puissant devenait soudainement généreux, il y avait toujours un prix à payer. Et ce prix était généralement exigé dans l'obscurité, derrière des portes closes. « J'ai déjà fait confiance à un homme qui m'avait tout donné, » dit-elle d'une voix basse, chaque mot portant le poids des nuits à l'hôpital et des fuites désespérées. « Je ne referai pas cette erreur. » La pièce devint silencieuse,
Et Alio la regarda vraiment, vit sa main tirée inconsciemment sur sa manche pour cacher la cicatrice de brûlure, vit ses épaules se crisper, comme si elle se préparait à recevoir un coup. Et il comprit qu'elle ne le rejetait pas. Elle se protégeait de la seule manière qu'elle connaissait. Amelio se cala dans son fauteuil, sa voix retrouvant sa froideur habituelle. Mais cette fois, cette froideur n'était pas dirigée contre Jolene. Elle était dirigée contre lui-même. Ce n'est pas de la charité, Jolene. Ce sont des droits du travail qui vous étaient garantis par la loi fédérale dès le premier jour où vous avez franchi le seuil de cette maison. Je vous ai sous-payé pendant près de 3 ans. Je t'ai fait travailler un nombre d'heures excessif sans compensation supplémentaire. Et je n'ai pas fourni d'assurance maladie à une employée à temps plein. Si tu veux me voir comme le méchant, considère-moi comme tel pour ces raisons, et non parce que je fais ce qui est juste maintenant. Jolene cligna des yeux, l'étudia longuement, cherchant dans ses yeux sombres le moindre signe de tromperie, d'intention cachée, de piège. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était l'honnêteté brutale d'un homme trop puissant pour avoir besoin de mentir. « Si vous dites de la vérité, » dit enfin Jolene, d'une voix plus ferme mais toujours prudente, « alors je veux que tout soit consigné dans un contrat officiel. Les heures, le salaire, l'assurance, les conditions de résiliation, tout doit être écrit en présence d'un avocat et non pas des promesses verbales. » Alio décrocha le téléphone et composa un seul numéro. « Franklin, venez immédiatement chez moi et apportez le contrat de travail standard. » Il reposa le téléphone et regarda Jolene. « Mon avocat sera là dans 1 heure. Tu pourras lire chaque ligne, modifier toutes les clauses que tu souhaites et ne signer que lorsque tu seras entièrement d'accord. » Gianni était resté dans un coin pendant toute la conversation, observant en silence, et lorsque Jolene partit retourner travailler en attendant l'arrivée de Franklin, il regarda Alio avec des yeux qui, après 20 ans passés aux côtés de cet homme, exprimaient pour la première fois une véritable surprise. Car Gianni n'avait jamais, pas une seule fois, vu Alio Salvatore expliquer ses raisons à qui que ce soit, encore moins à une femme de ménage qui venait d'oser lui dire non en face. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements que personne dans le domaine Salvatore n'aurait pu prévoir. Tout commença le premier lundi matin, lorsqu'un SUV noir avec un chauffeur qui faisait également office de garde du corps s'arrêta devant les portes de la Lakewood Academy, une école privée de Lincoln Park, et que 2 enfants en descendirent ensemble. Théo portait un uniforme de la marine flambant neuf et était habillé de la même manière. Ses petits doigts frottaient l'ourlet encore et encore, comme si elle ne pouvait croire que c'était vrai. Son autre main serrait Rosie, car elle refusait d'aller où que ce soit sans sa poupée, même si Jolene avait gentiment essayé de la persuader de laisser Rosie à la maison. Les enfants se sont liés d'amitié comme seuls les enfants peuvent le faire, sans raison ni explication, sans se soucier de la distance qui séparait leurs mondes respectifs. Théo tenait la main de Bee lorsqu'ils entraient en classe. Bee partageait la moitié de son goûter avec Théo à chaque récréation, et la maîtresse avait appelé chez eux pour dire qu'ils refusaient de s'asseoir séparément. Alors elle les avait placés côte à côte pour qu'ils restent calmes. Mais le plus grand changement ne venait pas des enfants. Il venait d'Alio lui-même. Il a commencé à rentrer à la maison à 18 heures. Gianni a vérifié 2 fois l'emploi du temps pour s'en assurer. Car en plus de 10 ans passés aux côtés d'Alio, il ne l'avait jamais vu quitter une réunion avant 22 heures. Il a commencé à dîner dans la cuisine plutôt que seul dans son bureau, avec un plateau posé parmi les dossiers et les cartes territoriales. Et Alio ne savait pas qu'il existait des dîners dans la cuisine manquait jusqu'à ce qu'il s'assoie sur un tabouret haut près du comptoir, écoutant Bee parler sans fin de l'école, tandis que Théo acquiesçait à côté d'elle, sans comprendre la moitié de ce qu'elle disait, et que Jolene posait les assiettes sur le comptoir en essayant de cacher un sourire dont elle ne se rendait pas compte qu'Alio l'avait déjà remarqué. Un soir, Alio s'est assis sur le tapis du salon pour aider Bee à s'entraîner à lire. Elle apprenait l'alphabet à l'école, mais avait du mal avec les mots plus longs. Alio la guidait patiemment lettre par lettre, son gros doigt posé sous chaque mot de la page du livre d'images, tandis que Bee fronçait les sourcils, concentré. Son sérieux était si intense qu'Alio devait se mordre la lèvre pour ne pas rire. « Chad !» s'exclama Bee en se tournant vers Amelia, les yeux brillants, attendant son approbation, et il acquiesça. « Bravo, Bee !» Sa voix était calme, mais ses yeux s'adoucissaient légèrement, ce que seule Jolene remarqua alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant Rosie qu'elle venait de ramasser par terre, observant les mêmes mains qui signaient des ordres dans le monde souterrain, tourner soigneusement les pages pour sa fille, ne sachant pas quoi ressentir, à part une profonde et troublante confusion. Au même moment, Théo tira sur la main de Jolene et demanda
Joe, chante, chante, Kalala, demandant la berceuse que Jolene chantait à ses deux enfants tous les soirs avant de les coucher, une vieille chanson folklorique des Appalaches que sa propre mère lui chantait avant que sa famille ne se désagrège. Et Jolene s'assit à côté de Theo, le prit sur ses genoux et se mit à chanter doucement d'une voix basse et simple, imparfaite, parfaite, mais si authentique que la grande cuisine en acier inoxydable et en granit se réchauffa soudainement, comme si quelqu'un avait allumé un feu dans la cheminée. Alio arrêta de lire et resta assis sur le tapis, regardant Jolene bercer son fils avec la même chanson qu'elle chantait à sa fille. Voyant Theo appuyer sa tête contre sa poitrine, les yeux mi-clos, un petit sourire sur les lèvres, un sourire qu'Alio réalisait qu'il voyait rarement sur le visage de son fils. Car Theo n'était pas un enfant qui souriait facilement. Il avait grandi dans le silence, avec des nounous qui se succédaient, une mère absente, un père toujours absent, et sourire était devenu un luxe qu'il avait oublié comment utiliser. Maintenant, Theo souriait tous les jours. Il souriait quand Bee racontait des blagues idiotes. Il souriait quand Jolene faisait semblant de les poursuivre autour de la table. Il souriait quand Alio le soulevait sur ses épaules l'après-midi, après être allé chercher les deux enfants à l'école. Et Alio réalisa avec une douloureuse clarté que son fils n'avait jamais manqué de jouets. La chambre de Theo était remplie des objets les plus chers que l'argent pouvait acheter. Des voitures miniatures en argent, des robots télécommandés, des Legos importés du Danemark. Mais ce qui avait manqué à Theo pendant ces 3 premières années, c'était une présence, une paire de bras pour le serrer quand il avait peur, une voix pour le bercer chaque soir, un visage familier qui lui souriait quand il ouvrait les yeux chaque matin, et la personne qui avait discrètement comblé tous ses vides n'était ni sa mère ni lui, mais une femme dont il n'avait même pas connu le nom de famille jusqu'à quelques semaines auparavant. Priscilla Kensington était revenue à Chicago un vendredi après-midi sans prévenir ni téléphoner. Une limousine noire s'était arrêtée devant les grilles du domaine alors qu'elle en sortait vêtue d'une robe blanche sur mesure. Des lunettes de soleil Chanel cachaient de la moitié de son visage, et le parfum coûteux emplissait l'air avant même que ses talons ne touchent les marches en pierre. Et la raison de son retour n'était pas parce que son fils ou son mari lui manquait, mais parce que le gala de charité annuel de la haute société de Chicago était prévu pour le lendemain soir, un événement où elle devait apparaître aux côtés d'Alio afin de préserver l'image de l'alliance entre les familles Salvatore et Kensington. Elle entra dans le manoir en empruntant le couloir familier, le cliquetis régulier de ses talons résonnant sur le marbre, et lorsqu'elle poussa les portes de la salle à manger, elle s'arrêta net. Bee était assise sur une chaise haute à côté de Theo. Les deux enfants mangeaient leur goûter. Bee était vêtue de vêtements neufs et propres qui semblaient plus chers que tout ce qu'un enfant de femme de ménage devrait porter. Et elle riait de quelque chose avec Theo qui lui rendait son rire. Puis Priscilla remarqua le sac à dos de la Lakewood Academy posé sur la chaise à côté de celle de Theo. Le même logo, la même école, et ses yeux se plissèrent en 2 fentes froides. Que se passe-t-il ici? La voix de Priscilla coupa court au rire des enfants, aussi tranchante que du verre brisé, et Bee se figea en plein milieu d'une bouchée, levant les yeux écarquillés et effrayés, tandis que Theo se recroquevilla instinctivement sur sa chaise, réflexe d'un enfant habitué à cette voix. Jolene sortit de la cuisine, un torchon à la main, et lorsqu'elle vit Priscilla, elle pâlit instantanément. Pourtant, elle resta où elle était, sans reculer ni baisser la tête. « Madame Salvatore, je suis juste en train de donner leur repas de l'après-midi aux enfants. Je ne vous ai pas demandé votre avis, » rétorqua Priscilla d'un ton sec, haussant la voix alors qu'elle s'approchait de Jolene, ses talons frappant le marbre à pas lents et mesurés, comme un compte à rebours avant une explosion. « Je vous ai demandé pourquoi votre enfant était assis à la même table que mon fils, vêtu de vêtements que votre salaire annuel ne pourrait pas vous permettre d'acheter, et fréquentait la même école que mon enfant. » Jolene ouvrit la bouche pour répondre, mais Priscilla ne lui en laissa pas le temps, se tournant brièvement vers Maggie, qui se tenait tendue à l'entrée de la cuisine, avant de balayer Jolene du regard de la tête aux pieds, avec l'air que l'on réserve à quelque chose collé à la semelle d'une chaussure. « Je connais les femmes comme vous, » a déclaré Priscilla, d'une voix suffisamment forte pour que tous les employés à portée de voix arrêtent ce qu'ils faisaient. L'atmosphère dans le manoir s'est alourdie, comme avant un orage. Une poubelle venue de la campagne, sans éducation, sans famille, avec rien d'autre qu'un enfant et un corps. Vous vous êtes glissé ici pour séduire mon mari et gravir les échelons. Vous pensez que je ne m'en aperçois pas? Tu crois que faire venir ton enfant pour jouer avec le fils du patron
et te glisser lentement dans son lit, c'est quelque chose de nouveau. Chaque mot tombait comme une lame, et Jolene restait là, absorbant tout. Le visage pâle, les yeux fixes, sans larmes, sans supplication, la main gauche tirant instinctivement sur sa manche pour couvrir la cicatrice de brûlure, dans un réflexe qu'elle avait appris chaque fois qu'elle se sentait menacée, debout dans une dignité tranquille que personne dans cette pièce ne pouvait atteindre. Car Jolene avait enduré des mots bien plus cruels que ceux-ci de la part d'un homme dont les insultes étaient suivies de coups de poing, et la cruauté de Priscilla, aussi vive soit-elle, n'était qu'une brise comparée aux tempêtes qu'elle avait survécues. Assez. La voix d'Alio retentit depuis l'entrée de la salle à manger, et tout le monde se figea, y compris Priscilla. Car ce n'était pas la voix d'un mari intervenant dans une dispute familiale. C'était la voix qu'Alio utilisait à la tête d'une table où les réunions se terminaient par la disparition définitive de quelqu'un. La voix du jugement final, sans appel ni pitié. Il entra lentement dans la pièce, chaque pas délibéré, les yeux fixés sur Priscilla, et dit d'une voix basse et calme, « Mon fils appelle son nom dans son sommeil. Il n'a jamais appelé le vôtre, pas une seule fois. » Les mots n'étaient pas forts et ne portaient aucune explosion de colère. Pourtant, ils gelèrent la pièce plus efficacement que n'importe quelle menace, car tout le monde comprit ce qu'ils signifiaient. Priscilla avait déjà perdu une bataille qu'elle ne savait même pas qu'elle menait, la bataille pour le cœur de son propre fils, et elle l'avait perdue au profit de la femme qu'elle venait de traiter de poubelle. Priscilla resta immobile un instant, les visages rouges, les lèvres pincées. Puis elle fit demi-tour et s'éloigna, marchant d'un pas vif et furieux dans le couloir jusqu'à ce que la porte de la chambre principale claque. Alio se tourna vers Jolene, qui se tenait toujours exactement où elle était, le dos droit, les yeux fixés devant elle, la main agrippant son tablier, et il dit d'une voix qui ne s'adressait qu'à elle, « Tu n'as pas à supporter qui que ce soit dans cette maison, y compris ma femme. » Jolene le regarda, et pour la première fois, ses yeux ne reflétaient ni peur ni vigilance, mais quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas encore nommer. Puis elle acquiesça faiblement et retourna dans la cuisine. Mais Alio vit sa main trembler lorsqu'elle poussa la porte, et il savait que ce tremblement n'était pas dû à la peur de Priscilla, mais au choc d'avoir un homme à ses côtés pour la première fois de sa vie et de ne pas savoir quoi faire de cette vérité. Priscilla ne dormit pas cette nuit-là, assise sur le lit de la chambre principale, son téléphone collé à l'oreille, appelant son père à New York, Victor Kensington, le chef de la famille Kensington, et l'allié le plus important d'Alio, l'allié le plus important dans un réseau de pouvoir s'étendant de la côte Est au Midwest. Elle lui raconta tout d'une voix froide, celle d'une femme qui se sentait humiliée. Camélia perdait le contrôle sur une femme de chambre, qu'il avait inscrit la fille de cette femme dans la même école que Theo, qu'il avait augmenté son salaire et réduit ses heures de travail, qu'il avait pris son parti contre sa propre femme, et que si la famille Kensington n'agissait pas, l'alliance deviendrait une plaisanterie aux yeux de toutes les autres familles. Victor Kensington écouta en silence pendant un long moment avant de dire qu'il s'en occuperait. Mais Priscilla n'attendit pas que son père agisse, car Priscilla Kensington n'était pas le genre de femme à attendre que quelqu'un d'autre se venge à sa place. 2 jours plus tard, Amelia quitta le domaine tôt le matin pour rencontrer Capos dans le sud de la ville pour une réunion d'une journée entière au sujet d'un nouvel itinéraire de transport. Et Priscilla savait que c'était sa seule chance. Elle convoqua Jolene dans le salon à 10 heures du matin, pendant que Maggie emmenait Theo à l'école. Il ne restait alors dans le manoir que quelques employés de cuisine au rez-de-chaussée. Jolene entra avec une lassitude qu'elle ne prit pas la peine de dissimuler, car elle savait que cette réunion ne serait pas comme celle qui s'était tenue dans le bureau d'Amelio. Il n'y aurait pas de contrat, pas d'avocat, pas d'équité. Priscilla était assise sur le canapé en velours rouge, les jambes croisées, une enveloppe blanche posée sur la table basse devant elle. Elle regardait Jolene, non pas avec la colère explosive de la veille, mais avec quelque chose de bien plus froid et calculateur. Une froideur que Jolene reconnut instantanément, car elle l'avait vu dans les yeux de WDE chaque fois qu'il se calmait avant de frapper. « Vous êtes licencié avec effet immédiat », dit Priscilla d'une voix neutre et définitive. « Il y a 5 000 $ en espèces dans cette enveloppe, assez pour que vous disparaissiez et ne reveniez jamais. » Elle fit glisser l'enveloppe sur la table vers Jolene, mais Jolene ne la regarda pas. Elle regarda Priscilla droit dans les yeux et secoua lentement la tête. « J'ai un contrat avec M. Salvatore. Vous n'avez pas le pouvoir de me licencier. » Priscilla se leva et s'approcha jusqu'à ce que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle baissa la voix pour murmurer à l'oreille de Jolene,
prononçant chaque mot lentement et clairement pour être sûr de faire passer le message. Je sais que votre vrai nom est Jolene Whitfield. Je sais que vous avez fui la Virginie occidentale. Je sais qu'un homme nommé Wade Buckley vous recherche partout. Et si vous n'avez pas quitté cette maison dans 10 minutes, je l'appellerai immédiatement et lui dirai exactement où vous vous trouvez. Le sang se retira du visage de Jolene, comme si une valve avait été ouverte, et ses yeux bruns s'écarquillèrent lorsque Priscilla y vit apparaître une véritable peur. Une peur primitive, pas la peur de perdre son emploi ou sa maison, mais la peur pour sa vie et celle de ses filles. Et Priscilla sourit parce qu'elle savait qu'elle avait gagné. 10 minutes, répéta Priscilla avant de se détourner, ses talons claquant régulièrement sur le marbre. Jolene resta figée pendant exactement 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles tout son corps se figea de terreur. Puis l'instinct de survie qu'elle avait affiné au cours de ces 4 années de fuite explosa. Elle courut jusqu'au 2e étage où Bee était assise et dessinait dans la petite pièce à côté de Théos. Elle attrapa sa fille, s'efforçant de garder une voix calme alors que ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Bee, nous devons partir immédiatement. Prends Rosie. Vite. » Bee ne demanda pas pourquoi. La fillette de 4 ans avait l'habitude de fuir. Elle connaissait ce ton de voix de sa mère. Elle savait que ce ton signifiait qu'il ne fallait pas poser de questions, seulement obéir. Elle attrapa Rosie sur le lit et prit la main de sa mère. Elles descendirent en courant l'escalier de service réservé au personnel. Jolene ne s'arrêta pas pour prendre quoi que ce soit. Ni des vêtements, ni les petites économies qu'elle cachait dans un tiroir, ni le contrat qu'elle pliait soigneusement et transportait chaque jour dans sa poche. Elle n'avait que sa fille à sa gauche et la peur à ses trousses. Lorsqu'elles se précipitèrent par la porte arrière, il pleuvait à verse sur Chicago. Une pluie d'octobre si froide qu'elle transperçait la peau. Et Jolene traîna Bee dans la ruelle derrière la propriété. Ses cheveux collés à son visage, son uniforme trempé en quelques secondes. Bee serrait Rosie contre sa poitrine pour protéger la poupée de la pluie. L'enfant ne pleurait pas, mais ses lèvres devenaient bleues à cause du froid. Et toutes deux disparurent dans l'averse grise de la ville comme des fantômes qui n'avaient jamais vraiment existé. L'enveloppe contenant 5 000 $ resta intacte sur la table basse. Et Priscilla s'assit sur le canapé en velours rouge, sirotant son thé avec le sourire de quelqu'un qui croyait avoir repris le contrôle, sans se rendre compte qu'elle venait de pousser une mère et son enfant de 4 ans dans la pluie, sans argent, nulle part où aller, et personne à appeler. Alio revint au domaine à 20 heures, sous une pluie toujours aussi intense, franchissant la porte d'entrée, l'esprit encore embrumé par les chiffres et les itinéraires après une journée entière de réunions. Et la première chose qu'il entendit ne fut pas le silence familier de la maison, mais des pleurs. Les pleurs de Théo résonnaient depuis le 2e étage. Ce n'étaient pas les pleurnicheries d'un enfant réclamant un jouet, mais un son désespéré. Le genre de pleurs qui appellent un nom et n'obtiennent aucune réponse. Joe. Joe B. Théo hurlait d'entre 2 sanglots étouffés, et Alio se tenait au pied de l'escalier, entendant ces noms résonner dans la vaste maison, le même nom que le garçon murmurait dans son sommeil. Sauf qu'à présent, il était réveillé et appelait de toutes les forces que ses poumons de 3 ans pouvaient rassembler. Alio monta rapidement à l'étage et trouva Maggie assise par terre avec Théo dans ses bras, essayant sans succès de le calmer. Théo se débattait, le visage rouge, les joues couvertes de larmes et de morve, appelant Jolene et Bee encore et encore comme une prière sans réponse. « Où est-ce Jolene ?» demanda Alio d'une voix calme. Bien que Maggie travaillait pour lui depuis assez longtemps pour savoir que ce calme était plus dangereux que n'importe quel cri, elle leva les yeux rouges, et secoua la tête. « Elle est partie, Monsieur Salvatore. Jolene et Bea sont toutes les 2 parties. » Alio ne dit rien, fixant Maggie d'un regard qu'elle avait vu maintes fois en plus de 20 ans passer au service de la famille Salvatore. Le regard qu'il avait posé sur les traîtres, sur les rivaux obstinés, sur tous ceux qui avaient été assez stupides pour menacer son empire. Et chaque fois que ce regard apparaissait, quelqu'un en payait le prix. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Maggie allongea Théo sur le lit. Le garçon pleurait toujours, mais était maintenant épuisé. Le nom Joe réduit à un murmure entre 2 sanglots. Puis elle se retourna vers Alio et lui raconta tout. Que Priscilla avait convoqué Jolene dans le salon pendant son absence, qu'elle n'avait pas entendu la conversation. Mais quand elle avait ramené Théo de l'école, Jolene et Bee avaient disparu. La chambre de Bee à l'étage était intacte, leurs affaires avaient été laissées sur place, et le personnel de cuisine avait dit avoir vu Jolene tirer Bee par la porte arrière sous la pluie.
Qu'est-ce que Madame Salvatore lui a dit? Demanda Emilio, chaque mot lent et lourd. Maggie déglutit. Je ne sais pas exactement, mais l'enveloppe contenant l'argent était toujours sur la table, intacte, et Madame Salvatore m'a dit que la femme avait démissionné de son propre chef. Alio savait que c'était un mensonge. Il l'avait compris instantanément grâce à l'instinct d'un homme qui avait passé sa vie à lire dans les pensées des gens. Jolene ne serait jamais parti sans ses affaires, sans ses économies, sans le contrat, à moins d'être suffisamment terrifié pour fuir par pur instinct de survie. Et une seule chose pouvait l'effrayer à ce point. Wade. Alio s'avança dans le couloir vers la chambre principale où Priscilla séjournait, puis s'arrêta à mi-chemin, immobile dans le long couloir sombre, respirant lentement, une fois, deux fois, trois fois, car Emilio Salvatore savait que s'il entrait dans cette pièce à ce moment-là, il ferait quelque chose qu'aucun avocat ne pourrait défendre et qu'aucune alliance ne pourrait réparer. Il se détourna donc, descendit à son bureau et décrocha le téléphone pour appeler Gianni. « Trouve Jolene » dit Emilio. Sa voix n'était plus neutre, mais si basse et grave que Gianni se tut complètement à l'autre bout du fil pour l'entendre. Elle s'est enfuie de chez moi cet après-midi sous la pluie, sans argent, sans téléphone, avec un enfant de 4 ans. Je veux que tu la retrouves ce soir, Gianni. Ce soir? Où était l'équipe de sécurité secrète? Demanda immédiatement Gianni, car c'était lui qui avait chargé 2 hommes de surveiller Jolene chaque nuit sur ordre d'Alio. Ils commençaient leur service à 19 heures lorsqu'elle quittait la maison, mais elle s'était enfuie à 10 heures du matin, en plein jour. Personne ne la surveillait. Alio serra le téléphone dans sa main jusqu'à ce que le boîtier craque. Elle est dehors depuis 10 heures. Personne ne sait où elle est. Et un dealer de méthamphétamine en Virginie occidentale la recherche. Trouvez-la immédiatement. Utilisez toutes les ressources, tous les contacts, toutes les caméras de surveillance, toutes les personnes que nous avons dans cette ville. Gianni ne dit rien de plus. Il raccrocha et se mit au travail. Alio posa le téléphone, puis le reprit pour appeler Maggie. Dis à Priscilla de faire ses valises et de quitter ma maison avant demain matin. Appelle une voiture pour l'emmener à l'hôtel ou à l'aéroport. Je me fiche de savoir où elle va. Mais si je me réveille demain et qu'elle est toujours dans cette maison, je ferai quelque chose que même la famille Kensington ne pourra empêcher. Il posa le téléphone et s'assit seul dans le bureau plongé dans l'obscurité. Et de l'étage, les pleurs de Théo descendirent, faibles à présent. Le nom Joe réduit à un murmure épuisé d'un enfant de 3 ans qui avait pleuré jusqu'à en perdre le souffle, et Alio resta assis dans l'obscurité, écoutant son fils appeler la femme que sa femme avait chassée sous la pluie. Ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'âge de 14 ans, lorsqu'il avait perdu sa mère à Little Italy, l'impuissance, la seule émotion que le plus puissant parrain de la mafia de Chicago croyait ne plus jamais ressentir. Gianni rappela vers 2 heures du matin et Alio répondit avant même que la sonnerie ait fini de retentir. « Nous les avons trouvés, patronne, à l'église Sainte-Agnes, dans le sud de la ville, abandonnée depuis l'année dernière sur Ashland Street, près de la 63e. Les caméras de circulation les ont filmés en train de marcher dans cette direction vers 17 heures. J'ai envoyé des hommes vérifier qu'ils étaient à l'intérieur. » Alio ne dit pas un mot. Il raccrocha, attrapa sa veste en cuir noir et sortit. Gianni attendait déjà dans la voiture et jeta un coup d'œil à son patron dans le rétroviseur sans poser de questions. Car le visage d'Alio n'était pas celui d'un parrain de la mafia, mais celui d'un homme effrayé. Une émotion que Gianni n'avait pas vue chez Alio Salvatore depuis le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, plus de 20 ans auparavant. Le SUV noir fonçait dans les rues de Chicago trempées par la pluie, à minuit. De la Gold Coast au sud de la ville, 2 mondes complètement différents. Des demeures au gris, en fer forgé aux bâtiments condamnés, des lampadaires chaleureux au coin de rue que même la police évitait. Et Alio regardait par la fenêtre, en pensant que Jolene avait marché dans ces rues sous la pluie pendant des heures. Une mère de 27 ans et sa fille de 4 ans errant dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Amérique, sans argent, sans téléphone et sans personne à appeler. La voiture s'arrêta devant l'église Sainte-Agnès, un vieux bâtiment en briques rouges, dont la moitié des vitraux étaient brisés et où les mauvaises herbes poussaient en hauteur le long des marches. Les lourdes portes en bois étaient légèrement entr'ouvertes et Alio sortit seul. Gianni comprenait que c'était quelque chose que son patron devait faire lui-même. Alio poussa la porte, les gonds rouillés grinçant dans le vide. L'intérieur de l'église était plongé dans l'obscurité, la seule lumière provenant des rayons de lune qui se glissaient à travers les vitres brisées et projetaient des formes pâles sur la pierre sale. Les bancs étaient de travers,
Il y avait de la poussière partout. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de pourriture et de bois humide. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et il les aperçut dans le coin le plus éloigné, près de l'ancienne chaire. Jolene était recroquevillée sur le sol froid, le dos contre le mur, son uniforme encore trempé et collé à son corps, les cheveux collés à son visage, et Bee blottie dans ses bras, son petit corps tremblant de manière incontrôlable, le visage rouge de fièvre, les deux mains serrées autour de Rosie, refusant de la lâcher, même dans son délire. Amelia s'approcha, chaque pas résonnant dans l'église vide, et Jolene leva les yeux écarquillés dans l'obscurité, sauvage et épuisé, les yeux d'un animal acculé qui avait renoncé à fuir. Et lorsqu'elle réalisa que c'était Alio et non Wade, ou l'un de ses hommes, elle ne dit rien. Elle serra simplement Bee plus fort contre elle, protégeant sa fille avec la seule chose qui lui restait, son propre corps. Alio s'agenouilla devant elle et posa sa main sur le front de Bee. La chaleur lui brûlait la paume, la fièvre était dangereusement élevée, la peau sèche et brûlante, les lèvres gercées, et Alio retira sa veste en cuir noir, celle qui faisait trembler ses ennemis, car elle signifiait que la mort était arrivée, et l'enveloppa doucement autour de Bee, ses mains, celles qui donnaient des ordres impitoyables, bougeant avec plus de délicatesse qu'il n'avait jamais connue. Les yeux de Bee s'ouvrirent à travers le brouillard de la fièvre. Elle regarda Alio d'un regard vague et lui offrit un faible sourire, avant de murmurer d'une voix rauque à sa mère. « Maman, oncle Collio nous a trouvés. Rosie avait dit qu'il viendrait. Rosie avait dit que tout irait bien. » Jolene s'effondra alors, non pas en sanglotant bruyamment, mais en étouffant des sanglots silencieux, les épaules secouées de spasmes, les larmes coulant sur son visage sale et trempé par la pluie, alors qu'elle se mordait la lèvre et ne parvenait pas à les retenir parce qu'elle avait été forte trop longtemps, avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps et que sa fille brûlait de fièvre dans ses bras, allongée sur le sol d'une église abandonnée au milieu d'une tempête, et qu'il ne restait plus rien pour tenir le coup. Amelia souleva Bee dans ses bras, si légère que cela lui faisait mal à la poitrine, plus légère que la maillette qu'il emportait chaque jour à ses réunions, et il la porta dehors. Jolene tituba derrière lui, les jambes chancelantes à cause de l'épuisement et du froid. Gianni ouvrit la portière de la voiture. Emilio installa Bee sur la banquette arrière. Jolene grimpa à côté d'elle et la serra contre elle. La veste en cuir noir enveloppait l'enfant comme une armure. Le SUV filait dans la nuit, et dans le silence seulement rompu par la respiration saccadée de Bee et le rythme régulier des essuie-glaces, Jolene posa enfin la question qu'elle retenait depuis le moment où elle l'avait vu entrer dans l'église. « Pourquoi m'as-tu cherché? Je ne suis qu'une femme de chambre. » Alio était assise à l'avant, le regard fixé droit devant lui, sans se retourner, et répondit d'une voix basse qui couvrait à peine le bruit de la pluie sur le toit. « Parce que mon fils n'arrivait pas à dormir, dit-il après une pause. Puis il ajouta 4 mots qu'il ne savait pas qu'il allait prononcer avant qu'ils ne sortent de sa bouche. Et parce que moi non plus. 3 jours passèrent. Bee se remit après 3 jours passés sous les soins du médecin privé d'Amelio à la villa. Et la vie reprit son cours habituel, mais avec des changements dont personne ne parlait à voix haute. Jolene retourna au travail. Bee retourna à l'école avec Théo. Pourtant, quelque chose avait changé entre Alio et Jolene après cette nuit à l'église. Un fil invisible qu'ils sentaient tous les deux, mais qu'aucun n'osait toucher. Priscilla quitta la villa le lendemain matin, exactement comme Alio l'avait exigé, retournant dans son penthouse de Manhattan, avec 2 valises de vêtements de marque et une rage bouillonnante qui, il le savait, finirait par éclater. Mais c'était un problème à régler un autre jour. Ce qui inquiétait Alio plus que Priscilla, c'était le rapport que Gianni avait déposé sur son bureau une semaine plus tard. Wade Buckley était arrivé à Chicago. L'homme engagé par Wade, un détective privé bon marché spécialisé dans la recherche de débiteurs, avait suivi une piste depuis la clinique communautaire d'Englewood, où Jolene s'était rendue pour recevoir des soins gratuits, avait découvert le pseudonyme utilisé par Jolene pour s'inscrire, l'avait retracé jusqu'à son quartier, et Wade avait pris un vol aller simple pour Chicago 3 jours plus tôt. Emilio avait augmenté le nombre d'agents de sécurité de 2 à 4. 2 étaient affectés à Jolene pendant la journée et 2 gardaient le studio qu'elle conservait encore. Même si elle et Bee dormaient désormais souvent dans la villa, dans la chambre à côté de celle de Théo. Mais la nuit où tout s'est passé, Jolene a insisté pour retourner au studio afin de récupérer des effets personnels, quelques vêtements et le cahier qu'elle cachait sous le matelas. Le cahier contenait tout ce dont elle aurait besoin si elle devait à nouveau s'enfuir. Et Bee l'a accompagnée,
car la petite fille refusait de quitter sa mère, même pour 1 heure, après la nuit tumultueuse à l'église. Elles sont arrivées au studio vers 20 heures. La voiture de sécurité était garée au bout de la ruelle, comme d'habitude, et Jolene conduisit Bee dans la cage d'escalier sombre, le couloir du 3e étage étant toujours plongé dans l'obscurité, car une ampoule cassée n'avait pas été remplacée depuis des semaines. Alors que Jolene cherchait ses clés à tâtons, une main surgit soudainement de l'obscurité, l'attrapa par les cheveux et lui tira la tête en arrière. Jolene n'eut pas le temps de crier. Son corps se figea dans un premier temps, car elle reconnut la main, la force brute de la prise, l'odeur de bourbon bon marché et de cigarettes Camel qu'elle avait essayé d'oublier pendant 4 ans. Mais son corps s'en souvenait instantanément. Et la voix qu'elle entendait chaque nuit dans ses cauchemars siffla près de son oreille. « Tu pensais pouvoir t'enfuir, Jolene. » Wade Buckley se pressa derrière elle, l'haleine chargée d'alcool, son poing tordant ses cheveux jusqu'à ce que son cuir chevelu brûle. « Tu as volé mon argent. Tu as pris ma fille. Tu as disparu pendant près de 4 ans. Et tu penses que je vais laisser passer ça? Je vais te tuer, Jolene. Puis je reprendrai la petite. Elle est à moi, mon sang. » Le cri résonna dans le couloir sombre. L'enfant se recroquevilla contre le mur, Rosie serrée contre sa poitrine, les yeux écarquillés fixant l'ombre qui tirait les cheveux de sa mère. À cet instant, Jolene oublia la douleur, oublia la peur qui envahissait ses veines. Elle ne voyait plus que sa fille est terrifiée, et l'instinct maternel prit le dessus sur tout le reste. Elle se retourna, non pas pour libérer ses cheveux, mais pour se jeter vers Bee, laissant Wade la tirer vers le bas, rampant vers son enfant et la couvrant de son corps, s'enroulant autour d'elle comme un bouclier vivant. De dos à Wade, prête à encaisser tous les coups tant qu'aucun n'atteignait sa fille. Wade se précipita pour attraper l'épaule de Jolene et la retourner. Et à ce moment précis, des pas lourds résonnèrent au bout du couloir. 2 silhouettes se déplaçaient rapidement et avec précision, avec l'efficacité d'hommes entraînés pour cela. La sécurité secrète d'Alio. Un homme tordit le bras de Wade derrière son dos d'un seul mouvement. L'autre le plaqua face contre terre sur le béton sale. Wade hurlait et se débattait. Mais il n'était qu'un petit dealer alcoolique de Virginie occidentale. Il ne faisait pas le poids face aux hommes choisis par Alio Salvatore. Un garde sortit son téléphone et composa un numéro. Après 3 sonneries, Gianni répondit et fit son rapport. Wade Buckley se trouve dans l'appartement de Jolene. Il a été maîtrisé. Elle et l'enfant sont en sécurité, mais elle est blessée et attend les instructions. Gianni n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il se tourna vers Alio, qui était assis à côté du lit de Theo dans la villa, après avoir chanté une berceuse à son fils, et prononça 2 mots. Wade Buckley. Alio se leva du chevet de Theo, son visage passant en un instant de la douceur d'un père à quelque chose que Gianni avait déjà vu, mais jamais comme ça. Pas froid, mais brûlant. Pas la fureur contrôlée d'un parrain de la mafia, mais la rage brute d'un homme qui venait d'apprendre que quelqu'un avait touché la femme qu'il n'avait pas encore nommée à voix haute, mais qu'il considérait déjà comme sienne. Alio arriva à l'appartement en 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles le SUV noir dévala les rues de Chicago à une vitesse qui rendait les feux rouges et les panneaux de signalisation insignifiants. Gianni conduisait en silence, car il savait que le moindre bruit pouvait attiser la fureur qui bouillonnait chez l'homme assis à l'arrière. La voiture s'arrêta devant l'immeuble. Alio sortit et gravit 3 étages dans l'obscurité d'un pas rapide et régulier. Et lorsqu'il atteignit le couloir du 3e étage, il vit Wade Buckley face contre terre, les mains attachées derrière le dos avec des liens en plastique, la joue appuyée contre le sol crasseux, le nez en sang depuis qu'il avait heurté le sol lors de sa chute, continuant à proférer des jurons d'une voix pâteuse d'ivrogne. Mais Alio ne le regarda pas. Son regard passa sur Wade comme s'il s'agissait d'un déchet dans la rue, et s'arrêta au coin où Jolene était assise, recroquevillée autour de Bee. Il vit Jolene en premier, les cheveux en bataille, avec une mèche arrachée, laissant une traînée rouge vif sur son cuir chevelu. Elle avait des ecchymoses sur le côté gauche du visage, là où elle avait heurté le sol lorsque Wade l'avait tirée vers le bas. Du sang séché au coin de sa lèvre inférieure, là où elle s'était fendue sur le béton. Et ses yeux bruns qu'il avait appris à connaître jour après jour, étaient maintenant grands et secs, sans larmes, sans tremblement, vides d'une manière qu'Alio reconnut instantanément comme le regard de quelqu'un qui avait enduré tant de souffrances. Son corps s'était fermé, se déconnectant juste pour survivre. Bee était recroquevillée sur les genoux de Jolene, le visage enfoui contre la poitrine de sa mère, ses petites épaules tremblantes, et Rosie était allongée sur le sol à côté d'elle.
La poupée était tombée quelque part dans le chaos, gisant sur le dos sur le béton froid, le visage fissuré fixant le plafond sombre. Alio s'agenouilla lentement devant Jolene sans se précipiter, lui permettant de le voir s'approcher afin qu'elle sache que la main qui se levait n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il sortit un mouchoir blanc de la poche de son costume, le carré de soie qu'il portait tous les jours par habitude, et le porta délicatement à la bouche de Jolene, essuyant soigneusement le sang séché au coin de ses lèvres. Jolene le regarda. Son corps se raidit lorsque sa main toucha son visage. Le réflexe de 4 années vécues dans la violence la faisait sursauter chaque fois qu'une main d'homme s'approchait d'elle. Mais la main d'Amelio ne la saisit pas et ne la tira pas. Elle effleura simplement sa bouche et nettoya le sang avec une délicatesse qu'aucun homme ne lui avait jamais témoignée. Et quelque chose se brisa dans sa poitrine. Le mur qu'elle avait construit pendant 4 ans commença à se fissurer. « Personne ne te touchera plus, ni toi ni l'enfant, » dit Alio d'une voix basse et posée. Ce n'est pas une promesse, mais une déclaration. La même voix qu'il utilisait pour rendre ses jugements dans son monde. Et les jugements d'Alio Salvatore n'étaient jamais infructueux. Elle aurait juré que ces 2 mots résonnèrent dans le couloir sombre comme le son d'une cloche d'église. Et Jolene scruta son visage à la recherche d'une tromperie, d'un piège, d'une raison de ne pas croire. Mais tout ce qu'elle vit, ce furent des yeux sombres fixés sur les siens, avec une certitude absolue qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La certitude d'un homme assez puissant pour tenir tous ses serments. Et les larmes vinrent, les premières depuis l'apparition de Wade. Elle ne pleurait pas de douleur ou de peur, mais parce que pour la première fois en 4 ans, quelqu'un lui disait qu'elle serait en sécurité. Et elle le croyait vraiment. Bee entendit la voix d'Amelio et leva le visage de la poitrine de sa mère, son petit visage baigné de larmes, les lèvres tremblantes, et elle regarda Alio, puis le sol où gisait Rosie, puis à nouveau Alio, et dit d'une voix faible et rauque, « Oncle Alio. » Rosie avait peur elle aussi. Alio suivit le regard de Bee, vit la poupée sur le béton sale, le bras collé toujours en place, la robe cousue à partir d'un vieil uniforme de travers, les cheveux synthétiques emmêlés, et il se pencha pour ramasser Rosie délicatement, exactement comme il avait tenu la poupée la première fois dans la salle de jeu de Theo, quand tout avait commencé. Puis il plaça Rosie dans les mains de Bee, avec fermeté et tendresse. « Dis à Rosie que je protégerai tout le monde, » dit-il. Bee serra Rosie dans ses bras, regarda Alio et acquiesça, puis pressa son visage contre la poupée et murmura quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Mais il vit que Rosie la serrait plus fort que jamais et sut qu'elle répétait exactement ce qu'il avait dit. Alio se leva et se tourna vers Wade, toujours allongé sur le sol. Et pour la première fois, il le regarda. Il regarda vraiment l'homme qui avait laissé une cicatrice de brûlure sur le poignet de Jolene, l'homme qui l'avait poussé à fuir à travers la moitié du pays avec un enfant d'1 an. L'homme qui venait de la traîner par les cheveux et de menacer de la tuer devant sa fille. Et Alio ne dit rien à Wade. Il ne cria pas et ne proféra aucune menace. Il se contenta de le regarder avec des yeux que Gianni reconnut immédiatement depuis le fond du couloir et recula discrètement d'un pas, car c'étaient les yeux qu'Alio Salvatore réservait aux personnes dont il avait déjà décidé du sort, et ce sort n'était jamais clément. Alio ramena Jolene et Bee à la villa cette nuit-là, confia Bee à son médecin privé pour qu'il l'examine, laissa Maggie s'occuper de la mère et de l'enfant, puis il retourna dans son bureau avec Gianni et ferma la porte. Wade Buckley était détenu dans un entrepôt à Bridgeport, appartenant à l'Empire Salvatore, les mains toujours liées, le visage encore couvert de sang séché, et il était désormais suffisamment sobre pour comprendre qu'il était dans une situation bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Alio était assis derrière son bureau, tapotant légèrement la surface en chaîne du bout des doigts, et regardait Gianni avec un regard qu'ils comprenaient tous les deux. « Je veux qu'il disparaisse, » dit Alio, et Gianni acquiesça, car c'était une phrase qu'il avait entendue de nombreuses fois au cours des 20 dernières années. Mais Alio leva la main pour l'arrêter. « Pas comme ça. Si je le tue, Jolene le saura, et elle ne me regardera plus jamais autrement qu'avec peur. Je veux qu'il disparaisse d'une autre manière. » Gianni comprit immédiatement, car il n'était pas seulement le bras droit d'Alio, mais aussi le cerveau stratégique derrière bon nombre des opérations les plus complexes de la famille Salvatore. Au cours des 3 semaines suivantes, Gianni rassembla toutes les informations nécessaires, faisant appel à ses relations au sein du système judiciaire fédéral. Le dossier de trafic de méthamphétamine de WDE en Virginie occidentale. Les preuves de transport interétatique de drogue que la DEA avait suivies mais qui n'étaient jamais suffisantes pour inculper.
les appels téléphoniques que Gianni avait enregistrés pendant que Wade était à Chicago pour contacter ses fournisseurs. Tout cela a été rassemblé dans un dossier complet et remis aux bonnes personnes au bon moment. Wade Buckley a été arrêté par le FBI dans un motel bon marché à Pilsen un mardi matin. Il dormait encore lorsque la porte a été enfoncée, comprenant à peine ce qui se passait avant d'être menotté et de se voir lire ses droits, Miranda. L'acte d'accusation fédérale comptait 17 pages. Trafic interétatique de substances classées dans la catégorie 1, possession avec intention de distribuer, violation d'une ordonnance d'interdiction de contact, voie de fait grave, des accusations suffisamment lourdes pour qu'un juge fédéral le condamne à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le même temps, Franklin Ashford a déposé une demande d'ordonnance de protection fédérale pour Jolene, étayée par des dossiers médicaux détaillés sur les hospitalisations de Jolene, des rapports de police de Virginie-Occidentale et des déclarations de témoins. L'ordonnance a été approuvée dans les 48 heures. Alio a placé l'avis d'ordonnance de protection sur le comptoir de la cuisine ce matin-là, à côté de la tasse de café que Jolene venait de se servir. Elle a baissé les yeux vers le papier, a lu chaque ligne, son nom, celui de B, celui de Wade, 15 ans, protection fédérale, et ses mains ont commencé à trembler si fort qu'elle a dû poser la tasse pour éviter de la renverser. Puis elle s'est effondrée sur une chaise de cuisine et a pleuré, non pas de douleur ou de peur, mais comme on pleure quand l'armure que l'on porte depuis 4 ans est enfin retirée et que l'on réalise à quel point elle était lourde. Elle pleurait parce que pour la première fois en 4 ans, elle n'avait plus besoin de regarder par-dessus son épaule lorsqu'elle sortait. Elle n'avait plus besoin de barricader la porte avec des meubles chaque nuit. Elle n'avait plus besoin de se réveiller en sursaut au bruit des pas dans le couloir et de regarder sa fille en se demandant si cette nuit serait peut-être la dernière qu'elle passerait ensemble. Bee courut dans la cuisine lorsqu'elle entendit sa mère pleurer, grimpa sur les genoux de Jolene, prit le visage de sa mère entre ses mains et lui demanda avec inquiétude « Maman, tu as mal ?» Jolene secoua la tête et sourit à travers ses larmes. « Non, ma chérie, maman est heureuse. Maman est tellement heureuse. » Bee la regarda avec ses yeux de 4 ans qui en avaient vu beaucoup trop, puis prit la main gauche de Jolene et tira sur sa manche, révélant la cicatrice de brûlure que Jolene cachait toujours. Bee se pencha et l'embrassa doucement. « C'est comme la fissure de Rosie, » dit Bee calmement, avec la certitude que seuls les enfants ont lorsqu'ils disent les vérités les plus profondes. « Mais tu as dit que les fissures ne signifient pas que quelque chose est cassé. » Jolene serra sa fille dans ses bras, pleura encore un peu, puis essuya ses larmes et embrassa les cheveux de Bee, et elle ne rabattit pas sa manche pour cacher la cicatrice. Pour la première fois en 4 ans, elle la laissa à découvert, laissant la lumière du matin l'éclairer comme n'importe quelle autre partie de son corps, parce qu'une fissure ne signifiait pas qu'elle était cassée. Alio resta debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant tout ce temps. Il avait déjà vécu cela auparavant. Bee était entrée en courant. Elle avait vu Jolene pleurer, regardé Bee embrasser la cicatrice, entendu les mots sur les fissures et une poupée, puis elle s'était détournée discrètement, ne voulant pas s'immiscer dans ce moment intime entre la mère et l'enfant. Elle retourna dans son bureau, où Gianni l'attendait avec le rapport final sur Wade. Alio s'assit, silencieux pendant un long moment, le regard perdu dans le vide, et Gianni savait que le patron ne pensait pas au territoire, aux ennemis ou à l'argent, mais à quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Vu Alio penser auparavant. Gianni dit enfin Alio, la voix défaillante, mais celle d'un homme parlant honnêtement à son seul ami. Pour la première fois de ma vie, j'ai besoin de devenir quelqu'un qui en vaut la peine. Gianni ne demanda pas digne de qui ou de quoi, car il avait vu Alio s'agenouiller dans un couloir sombre pour essuyer le sang de la bouche de Jolene, et il connaissait déjà la réponse. Avec Wade derrière les barreaux et Jolene enfin libre, Alio se tourna vers le problème restant, Priscilla. La réunion eut lieu au cabinet d'avocat de Franklin Ashford, au 42e étage d'un immeuble du Loop surplombant le lac Michigan. Priscilla arriva vêtue de noir, comme pour des funérailles, le visage froid, l'avocat privé de la famille Kensington à ses côtés. Elle s'assit en face d'Alio à la table en bois poli et prit la parole la première, d'une voix tranchante comme une lame de rasoir, déclarant que sa famille ne lui permettrait pas de briser l'alliance à cause d'une domestique et de son enfant. Alio ne répondit pas immédiatement. Il fit un léger signe de tête à Franklin, qui ouvrit une maillette noire et posa 3 épais dossiers sur la table, chacun clairement étiqueté. Le premier contenait un relevé détaillé des fonds que Priscilla avait secrètement transférés des comptes communs
de la famille Salvatore vers un compte privé suisse au cours des 2 dernières années, pour un montant total de plus de 300 000 $. De l'argent qui, selon les lois tacites de leur monde, appartenait à l'Alliance et non à elle personnellement. Le deuxième contenait les enregistrements des appels passés par Priscilla à 2 familles rivales de Detroit. Des appels dont le contenu montrait qu'elle avait partagé des informations internes sur les itinéraires de transport d'Amelia afin de négocier sa propre position en cas d'effondrement de l'Alliance. Le troisième documentait l'absence systématique de Priscilla dans la vie de Theo, y compris des calendriers montrant qu'en 3 ans, elle avait passé moins de 40 jours avec son fils, ainsi qu'un rapport de psychologue pour enfants détaillant l'attachement insécurisant de Theo avant que Jolene ne commence à s'occuper de lui. Priscilla fixait les dossiers, le visage livide, tandis que son avocat les parcourait avant de se pencher vers elle pour lui murmurer d'un ton pressant, le visage de plus en plus tendu. Alio parla d'une voix calme, disant que si ces documents parvenaient à son père, Victor apprendrait que sa fille avait non seulement trahi son mari, mais aussi l'Alliance elle-même, et elle savait comment son père traitait la trahison. Inutile d'expliquer. La pièce devint silencieuse, l'horloge murale tic-tacant régulièrement, et Priscilla regarda Alio avec des yeux où l'arrogance avait cédé la place à un calcul désespéré, sachant qu'il ne bluffait pas, car Alio Salvatore ne bluffait jamais. 20 minutes plus tard, elle signa les papiers du divorce. Son stylo appuyait si fort qu'il déchirait presque la page. Acceptant toutes les conditions, Alio conservait la garde exclusive de Theo, Priscilla autorisa des appels vidéo hebdomadaires, mais lui interdit d'approcher l'enfant sans son consentement écrit et lui accorda une pension alimentaire suffisante pour vivre, mais pas pour lui nuire. Elle se leva, regarda Amelia une dernière fois et dit qu'elle espérait que cette femme valait tout ce qu'il était en train de détruire. Puis elle se retourna et partit, ses talons claquant sur le sol en marbre pour la dernière fois. 3 jours plus tard, elle s'envola pour New York, puis pour Paris, disparaissant de la vie d'Alio et de Theo comme si elle n'avait jamais existé. La même semaine, Alio demanda à Gianni de trouver un appartement pour Jolene. Et Gianni, qui avait suivi son patron à travers le sang et les balles, passait désormais ses après-midi à visiter des logements pour cette femme qui avait cessé depuis longtemps d'être une simple femme de ménage. Ils visitèrent 4 appartements en un après-midi. Jolene inspectait chaque détail avec un soin qu'Amelio observait en silence, tournant les robinets, actionnant les interrupteurs, vérifiant les serrures des fenêtres, calculant les distances jusqu'à l'école, l'arrêt de bus, l'épicerie la plus proche. Le 3e appartement, situé à Lincoln Park, comprenait 2 chambres, des murs blancs immaculés, un parquet ancien mais solide, et une fenêtre dans le salon donnant sur un petit parc avec une aire de jeu pour enfants. Et lorsque Bee courut à la fenêtre et regarda dehors, elle cria d'une voix dont Amelia se souviendrait longtemps, demandant s'il y avait des balançoires et s'il pouvait vraiment vivre là. Jolene se tenait dans le salon vide, la main contre le mur blanc, regardant autour d'elle avec les yeux de quelqu'un qui n'avait jamais eu de chez soi. La maison en Virginie occidentale avait été la prison d'Ovdia. Le Southside Studio, une cachette temporaire, mais cela pourrait être son premier véritable foyer. Elle a dit que c'était parfait, puis elle a regardé Alio et lui a dit que le loyer était de 1800 $ par mois et qu'elle ne pouvait pas se le permettre toute seule. Alio était prêt. Il lui tendit le contrat que Franklin avait préparé, prévoyant une aide au logement de 1500 $ par mois à titre d'avantage social officiel. Jolene paierait le reste sur son salaire, le tout étant consigné par écrit avec des signatures légales et des conditions claires. Pas de promesses verbales. Jolene a lu chaque ligne lentement et attentivement, comme elle l'avait fait auparavant dans le bureau d'Alio, puis elle a levé les yeux et a dit qu'elle rembourserait chaque dollar si un jour elle ne travaillait plus pour lui. Alio a acquiescé, pensant que dans toutes les négociations de sa vie, des contrats d'1 million de dollars au cessez-le-feu entre familles, il n'avait jamais autant respecté la personne assise en face de lui qu'à ce moment-là. Les mois qui suivirent elle apportèrent un nouveau rythme qu'Amelio et Jolene n'avaient imaginé lorsque tout avait commencé. Jolene emménagea dans l'appartement de Lincoln Park, et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à accrocher des photos au mur. Car avant, elle ne l'avait jamais fait, accrocher des photos signifiait rester, et rester signifiait être retrouvé. Mais maintenant, Wade était derrière les barreaux, et elle n'avait plus besoin de fuir. Elle meubla l'appartement avec de simples meubles d'occasion. Un canapé en tissu bleu pâle qu'elle a inspecté 3 fois avant d'acheter,
car elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait le droit de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'était pas une nécessité. Une petite table de cuisine en bois, des étagères en pin bon marché. Elle les a assemblées elle-même en suivant les instructions sur YouTube. Et dans la chambre de Bee, elle a aménagé un coin bureau avec un bureau et une chaise à la taille d'un enfant, des crayons de couleur, du papier à dessin et un lit à elle, sur lequel Bee a sauté toute la soirée, car elle n'en avait jamais eu auparavant. Rosie a été placée à la tête du lit de Bee, à côté des livres qu'Alio lui achetait chaque semaine. La vieille poupée usée reposait parmi les objets neufs, comme un rappel discret de leurs origines. Une semaine après leur emménagement, Jolene s'est rendue au Malcolm X Community Education Center sur Stewart pour s'inscrire au programme GA du soir. Debout au comptoir d'inscription, elle serrait le stylo dans sa main, car elle avait quitté l'école à 17 ans lorsqu'elle avait rencontré Wade, et retourner en classe après 10 ans l'effrayait plus que les nuits qu'elle avait passées à courir sous la pluie. Mais elle a quand même rempli le formulaire et écrit son vrai nom, Jolene Marie Whitfield, d'une écriture tremblante mais lisible, car elle n'avait plus besoin de se cacher. Emilio s'est arrangé pour que Maggie garde Bee à l'appartement les soirs où Jolene avait cours, 3 soirs par semaine de 18h à 21h. Et Maggie arrivait à chaque fois avec un panier de biscuits faits maison, à lire pendant que Jolene partait avec un sac à dos qui la faisait paraître à la fois excitée et prête à s'enfuir. Jolene étudiait plus que n'importe qui dans sa classe, assise au premier rang, remplissant des cahiers, posant des questions à l'instructeur après chaque session, puis rentrant chez elle pour lire jusqu'à ce que ses yeux se ferment, car elle comprenait que c'était peut-être sa seule chance et qu'elle ne voulait pas la gaspiller. 4 mois plus tard, Jolene a obtenu son GED avec d'excellentes notes, debout dans le couloir central, fixant le mot « réussite » jusqu'à ce qu'il devienne flou à travers ses larmes. Elle a ensuite appelé Alio, la première fois qu'elle l'appelait pour une raison sans rapport avec le travail ou le danger, la voix tremblante de joie lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle avait réussi. Alio a marqué une pause avant de répondre qu'il savait qu'elle y arriverait, d'un ton aussi calme que d'habitude, mais plus chaleureux sous cette apparence sereine. Jolene s'inscrivit au trimestre suivant dans un programme d'éducation préscolaire au City College of Chicago. Elle voulait devenir enseignante en maternelle et passer sa vie à s'occuper d'enfants comme Bee, des enfants issus de milieux que personne ne remarquait, et elle le ferait avec un diplôme portant son vrai nom. Pendant que Jolene reconstruisait sa vie brique par brique, Amelia changeait à sa manière, discrètement, mais profondément. Un soir, il convoqua Jenny et Franklin dans son bureau et leur annonça qu'il voulait légitimer l'Empire Salvatore. Pas d'un seul coup et pas complètement, mais progressivement et méthodiquement. Gianni le regarda comme s'il parlait une autre langue, mais Franklin, l'avocat avisé qui servait la famille depuis 2 décennies, acquiesça et dit qu'il attendait ce jour depuis longtemps. Alio ouvrit des restaurants italiens haut de gamme à River North, investit dans l'immobilier commercial dans le West Loop, créa une entreprise de construction légitime et commença à transférer de l'argent de l'ombre vers la lumière. Il réduisit ses activités illégales, confia certaines routes à ses capots sous des conditions strictes et commença à rentrer chez lui tous les soirs à 18h au lieu de minuit pour dîner dans la cuisine avec Théo. Et parfois, lorsque Jolene et Bea se joignaient à eux pour le dîner, ils s'asseyaient tous les 4 autour de la table et ressemblaient davantage à une famille que n'importe quelle photo qu'Alio avait prise avec Priscilla. Ils étaient tous deux en train de se reconstruire. Jolene à travers des manuels scolaires et des cours du soir. Alio à travers des contrats commerciaux et des décisions que les capots commentaient à voix basse, mais ne remettaient jamais en question. Chacun suivait un chemin différent, mais était animé par la même raison tacite. Ils se sentaient tous deux dignes de la famille qu'ils avaient, dignes de leurs 2 enfants qui grandissaient côte à côte, et peut-être, même si aucun des deux n'osait encore l'admettre, dignes l'un de l'autre. Près d'1 an après cet après-midi, Alio s'était figé sur le seuil de la porte, regardant 2 enfants assis sur le sol en marbre. Une tempête hivernale s'était abattue sur Chicago, avec une force que les services météorologiques avaient qualifiée de pire depuis 20 ans. Des vents de plus de 100 km/h balayaient le lac Michigan et projetaient des vagues sur le rivage, tandis que la grêle martelait le toit du manoir comme des coups de feu. Et à 21h, tout le réseau électrique de Gold Coast était hors service, plongeant la maison dans l'obscurité totale. Jolene et Bee se trouvaient au manoir cette nuit-là, car Jolene devait travailler tard pour préparer un événement prévu le week-end
qui fut finalement annulée en raison de la tempête. Et lorsque les lumières s'éteignirent et que le tonnerre gronda si fort qu'il fit trembler les murs de verre, Théo hurla depuis sa chambre et courut dans le couloir sombre jusqu'à la chambre d'Amélio, ses petits pieds glissant sur le sol en pierre froide, alors qu'il sautait sur le lit et s'accrochait à son père, le visage enfoui dans la poitrine d'Amélio, son corps tremblant à chaque grondement. Quelques minutes plus tard, Jolene est apparue dans l'embrasure de la porte, portant Bee, l'enfant pleurant, les bras serrés autour de Rosie. Jolene s'est excusée en disant que Bee était terrifiée et qu'elle ne savait pas où l'emmener, car les pièces du rez-de-chaussée étaient plongées dans le noir. Alio s'assit, Théo toujours accroché à lui, et dit qu'il devrait entrer et faire du camping. Il fouilla dans un tiroir et trouva la boîte de bougies que Maggie gardait toujours pour les urgences. Il en alluma 4 et les plaça sur la table de chevet et la bibliothèque. Les flammes dorées dansaient sur les murs et transformaient la vaste chambre sombre en une grotte chaleureuse et mystérieuse. Alio étendit des couvertures supplémentaires sur le lit et installa Théo et Bee entre elles. Les enfants se blottirent l'un contre l'autre, les yeux toujours écarquillés chaque fois que le tonnerre grondait, et Bee leva les yeux et lui demanda de lui raconter une histoire, car sa mère disait que les histoires atténuaient la peur. Alio n'avait jamais raconté d'histoire à personne de toute sa vie. Il n'était beau, ce genre d'homme. Mais 2 visages ronds le regardaient fixement à la lueur des bougies. Eddie commença d'une voix basse qui le surprit par sa douceur, racontant l'histoire d'une fille nommée Bee et d'un garçon nommé T qui vivait dans une grande ville. La fille avait une poupée magique nommée Rosie qui pouvait parler chaque fois que la lune se levait. Et chaque nuit, tous les 3 volaient à travers les tempêtes vers un pays où personne n'avait peur et où personne n'était seul, où chaque blessure était guérie et où chaque enfant était aimé. L'histoire n'avait pas vraiment d'intrigue. Alio l'inventait au fur et à mesure, mais les enfants écoutaient, captivés, les yeux de Bee s'illuminant chaque fois que Rosie apparaissait. Théo gloussait lorsque le garçon T chevauchait la poupée à travers les nuages, et peu à peu, le tonnerre à l'extérieur s'estompa pour devenir un bruit de fond lointain. Les paupières devenaient lourdes, de plus en plus lourdes, puis se fermaient. Bee s'endormait la première, Rosie dans les bras. Théo suivait, la tête posée sur le bras d'Amélio. Les 2 enfants étaient allongés côte à côte sur le grand lit, paisibles, comme si la tempête n'existait pas. Jolene resta assise sur le bord du lit pendant tout le temps où Amélio parlait, silencieuse et observatrice, regardant la main qui autrefois signait des ordres dans le monde souterrain, caressant Bee pour la rendormir, entendant la voix qui faisait trembler les patrons, raconter un conte de fées sur une poupée magique, et elle sentit le dernier mur dans sa poitrine, celui qu'elle avait construit pendant des années pour éloigner tout homme, commencer à se fissurer. Elle dit qu'il était un bon père, utilisant son nom sans le titre officiel avant de réaliser qu'il lui avait échappé. Et elle ne se corrigea pas, laissant cela brut et réel. Alio la regarda, son visage à moitié éclairé par la lumière des bougies et à moitié dans l'ombre, et pensa que c'était exactement ainsi qu'il l'avait vue depuis le début, une femme existant entre 2 mondes, entre l'obscurité de son passé et la lumière qu'elle créait pour elle-même chaque jour. Il dit que c'était grâce à elle. Jolene secoua la tête et répondit qu'elle était juste là. Amelia resta silencieuse un moment, écoutant la pluie sur les fenêtres et la respiration régulière des 2 enfants endormis. Puis il leva lentement et doucement la main vers son visage, lui laissant le temps de se détourner si elle le souhaitait, mais elle ne le fit pas. Elle resta immobile et laissa sa paume reposer contre sa joue, chaude et stable. Il lui dit qu'elle était là quand personne d'autre ne l'était, qu'elle s'était occupée de la chose la plus précieuse de sa vie avant même qu'il ne sache à quel point elle était précieuse, qu'il aimait sa force, sa tendresse, sa façon de trouver la lumière dans chaque obscurité. Jolene chercha dans ses yeux de la pitié, une compassion passagère, un signe que ce n'était qu'une émotion passagère due à la tempête. Mais elle ne trouva que de l'honnêteté, celle qu'elle croyait disparue. Elle lui dit qu'elle n'était qu'une ancienne femme de ménage avec un enfant, et qu'il pouvait avoir n'importe qui. Il posa un doigt sur ses lèvres et lui dit qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Et si elle acceptait, il voulait être le père de Bee et voulait qu'ils forment une vraie famille. Jolene pleura, les larmes coulant sur ses doigts posés sur sa joue. Mais ses larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas qu'elle versée dans un couloir sombre ou sur le sol d'une église abandonnée. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin le droit de s'arrêter et d'être aimé. Elle se pencha vers sa main et l'embrassa doucement, tremblante,
à la lueur des bougies, au milieu de la tempête. 2 enfants dormaient à côté d'eux, et le baiser avait le goût des larmes et des promesses d'un passé libéré et d'un avenir qui prenait enfin forme. 2 ans après cette nuit d'orage, un dimanche matin d'avril, alors que les premiers rayons du soleil printanier traversaient les fenêtres du salon du manoir Salvatore, Alio était assis sur le tapis au milieu d'une multitude de briques Lego avec Théo, maintenant âgé de 5 ans, et Bee, maintenant âgé de 6 ans. Tous 3 construisaient un château que Bee avait imaginé, avec une haute tour pour une princesse, une pièce spéciale pour les poupées et une grande porte qui, selon Théo, devait être gardée par 2 gardes, car tout château avait besoin de protection. N'est-ce que pas, papa? Alio acquiesça en souriant devant le sérieux de son fils. Il repensa qu'il y a 2 ans, cet enfant ne savait même pas sourire. Jolene entra dans la pièce depuis la cuisine, portant un plateau de jus de fruits, le ventre rond et plein, enceinte de 6 mois de leur premier enfant, celui qu'elle attendait avec Amelia. Elle posa le plateau, puis s'assit sur le canapé, regardant les 3 jouer, le visage complètement transformé. Plus d'ombre profonde sous ses yeux, plus de mains gercées par les produits chimiques agressifs, plus de regard sauvage d'un animal acculé sans issue, remplacé par les yeux bruns chaleureux d'une femme qui avait enfin pu se reposer, être aimée, et qui approchait de la fin de sa 2e année d'études en éducation de la petite enfance, avec l'une des meilleures moyennes de sa classe. La cicatrice de brûlure était toujours visible sur son poignet, mais elle ne la cachait plus, ou elle la laissait telle qu'elle partit d'elle-même, car une fissure ne signifiait pas qu'elle était brisée. Alors que Bee plaçait la dernière pièce de Lego au sommet de la tour, le regard de Théo se posa sur l'étagère en chêne à côté de la cheminée, où Rosie reposait dans une vitrine en verre qu'Alio avait fait fabriquer sur mesure. Une vitrine transparente posée sur du velours rouge avec Rosie à l'intérieur, son bras collé, sa robe cousue à partir d'un vieil uniforme, ses cheveux synthétiques usés, mais soigneusement brossés. La poupée en lambeaux autrefois retirée d'une poubelle était désormais exposée comme un trésor dans une maison valant plusieurs millions de dollars. « Papa, pourquoi Rosie doit-elle rester dans la boîte en verre ?» demanda Théo en levant les yeux vers son père avec la curiosité innocente d'un enfant de 5 ans. Alio regarda son fils, puis Bee, puis Jolene sur le canapé, une main posée sur son ventre de femme enceinte, et il sourit. Un sourire que personne sur Terre n'aurait cru Amelio Salvatore capable d'afficher 2 ans plus tôt. « Rosie est là pour nous rappeler que l'amour guérit tout, mon fils, dit-il. Les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas celles qui coûtent cher. Ce sont celles qui sont faites avec tout le cœur. » Bee entendit cela et sourit parce qu'elle comprenait parfaitement. Elle avait elle-même vécu cette histoire. Puis elle se leva et courut vers sa mère, posant sa tête sur l'épaule de Jolene, qui embrassa les cheveux de sa fille, tandis que son autre main restait posée sur son ventre, où le bébé donnait de petits coups de pied. Alio regarda sa famille, Théo qui s'était remis à empiler des Legos. Bee chuchotait quelque chose au ventre de sa mère. Jolene souriait avec ce regard chaleureux. Il ne se lassait jamais de les regarder. Et il savait que la poupée cassée dans la vitrine était le cadeau le plus précieux qui soit jamais entré dans cette maison. Louis Alio Salvatore, le parrain de la mafia le plus impitoyable de Chicago, l'homme qui avait bâti un empire sur la peur et le pouvoir absolu dans le monde souterrain, avait enfin trouvé la seule chose aucune somme d'argent, aucun pouvoir, aucun empire ne pourrait jamais acheter. Une vraie famille née du courage de voir au-delà des apparences. De la résilience d'une mère qui avait récupéré une poupée dans la poubelle et cousu des vêtements pour son enfant, du cri d'un enfant appelant le nom de sa gouvernante dans son sommeil et d'un premier baiser à la lueur d'une bougie au milieu d'une tempête. La fille de la domestique et le fils du parrain n'appartenaient plus à des mondes séparés. Ils n'étaient plus que des frères et sœurs, les enfants d'une famille dont chaque membre avait été brisé, blessé, abandonné par le monde, mais qui s'étaient trouvés et s'étaient guéris mutuellement avec la chose la plus simple et la plus puissante qui soit, l'amour. Cette histoire nous rappelle à tous que peu importe d'où vous venez ou à quel point votre passé est lourd, car lorsque 2 personnes choisissent de construire quelque chose de réel ensemble, elles créent une richesse qu'aucun argent au monde ne peut acheter. Et cette richesse, c'est une vraie famille, un endroit où chaque blessure peut être guérie et où chacun mérite d'être aimé une fois de plus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les histoires que nous vous proposons chaque jour.
Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti après avoir entendu cette histoire. Qu'elle vous ait fait penser à quelqu'un dans votre vie ou qu'elle vous ait rappelé un moment où l'amour a tout changé. Partagez vos sentiments du fond du cœur dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque mot et les apprécions tous. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et le bonheur chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.